Alors en fait, je vais lancer la discussion par une première question. Depuis quelques mois, au niveau des médias et un peu partout, on entend de plus en plus parler de l'empreinte environnementale du numérique. De votre point de vue, finalement, à quelles données et à quel discours, à quels chiffres se fier? Et pourquoi est-il aussi important d'arriver à évaluer correctement cette empreinte? Donc, je vais peut-être commencer par poser la question à Gauthier. Toujours le plus difficile. Ok, je ne sais pas si c'est par moi que je vais commencer. Peut-être que je vais commencer, Xavier, ou pas? Non. Parce que, en gros, quand on prend l'analyse de la littérature scientifique, la fourchette qu'on a, ce serait pour calculer l'empreinte globale du numérique dans les émissions de CO2, enfin de gaz à effet de serre, c'est de 2,1 à 3,9 à peu près, pour 2020. Donc il y a quand même une grosse incertitude. Et du coup, en fonction des données de référence qu'on va avoir, des inventaires, des hypothèses qu'on fait, on peut avoir plus ou moins des résultats différents. En l'occurrence, un peu plus. En l'occurrence, j'étais récemment à un séminaire doctoral où il y avait un des chercheurs principaux d'Ericsson, j'en parlais tout à l'heure, qui estimait, lui, que l'empreinte environnementale va descendre en 2030 quasiment à moitié pour atteindre 700 mégatonnes. Et en l'occurrence, on a aussi d'autres projections qui nous font dire que ça remonterait plus au niveau de 1900 mégatonnes, qui sont des chiffres d'ici 2030. Donc il y a une grosse incertitude et ça demande en fait beaucoup de temps pour comprendre, pour pouvoir analyser un papier pour comprendre le niveau d'incertitude et le niveau de certitude. Et moi, je lis des papiers que j'ai eu il y a 3 ans que j'ai recompris en seconde lecture parce que au bout de 4 ans à la littérature, on commence à pouvoir analyser différemment. Mais voilà, c'est un monde très compliqué, c'est un monde très jeune surtout en fait, et dans lequel toutes les données sont fermées quasiment. En fait, on avance dans un univers de boîtes noires, donc c'est ça qui rend l'exercice extrêmement complexe et qui donne ce niveau d'incertitude aux données. Voilà, je n'en dirai pas plus, je pense. David? Oui, merci Laurie, bonjour à tous. Je suis assez aligné avec l'analyse de Gauthier sur l'incertitude, évidemment. Donc les chiffres donnés par le chiffre sont évidemment critiquables et puis on publie nos données précisément pour ça, en faisant avancer la littérature scientifique là-dessus. Simplement, si on passe d'un chiffre macro à un chiffre micro, il y a 2 choses. Pour comprendre la dynamique au-delà du chiffre à l'instant T de combien ça pollue, il y a toujours cet effet rebond qu'il faut avoir en tête. Donc l'effet rebond, qu'est-ce que c'est? Je le redis, je pense que c'est important pour la suite du débat. On va faire une petite expérience de pensée collective. On va imaginer que vous êtes colocataire dans un immeuble et puis chaque mois pour vous chauffer ça vous coûte 100 €. Et puis la copropriété investit pour vous dans une nouvelle chaudière à condensation, donc isole pas le bâtiment. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, pour vous chauffer à 18 degrés comme avant, ça ne vous coûtera plus 100 €, ça ne vous coûtera que 50 €. Et par contre, si vous voulez toujours dépenser 100 €, si vous en avez les moyens, vous allez avoir 20 degrés et vous allez pouvoir enlever votre pull. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que nous faisons en général? Le fait est, c'est que les hommes, en général, ils tournent le thermostat. Donc c'est ça l'effet rebond, c'est réinvestir un gain technologique en surconsommation. Parce que le bâtiment, il ne va pas être isolé, il va bien falloir aller chercher les calories. Et donc si on tourne le thermostat... Allô? Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Ça a changé. Si on coupe le thermostat à fond, ça fait un effet rebond de 100%, et peut-être qu'on se chauffe par 19 degrés avec un effet rebond partiel. Donc ça, c'était sur la dynamique du système. Le numérique profite d'un effet rebond maximal. Et pour donner juste un chiffre, un indicateur micro qui n'est pas l'empreinte environnementale mondiale du numérique, on peut regarder, je suis intéressé à un indicateur, c'est la batterie des smartphones. Donc un smartphone, c'est une capacité en milliampères-heure, qui est la capacité de la batterie en qu'elle soit déchargée. Si on regarde ces 30 dernières années, depuis le début du smartphone, la capacité de la batterie n'a cessé de progresser. Et aujourd'hui, on a franchi allègrement les 3000, 3500, 4000 mAh. Et même, il y a des téléphones qui arrivent avec 2 batteries, parce que comme il y a un écran devant, un écran derrière, il faut 2 batteries pour alimenter ça. Et évidemment, tout ça, au-delà du CO2, a une matérialité et contribue à cette empreinte globale. Et enfin, sur cette introduction, je redis comme Gauthier, on est très jeune, le GIEC a 30 ans, les papiers scientifiques un peu sérieux qui analysent des données systémiques avec un peu d'historique sur le numérique, c'est quoi? C'est 5-10 ans maximum avec Cisco, avec Ericsson. Donc voilà, on n'a pas encore cette profondeur, ce qui ne nous empêche pas pour autant de comprendre les dynamiques qui sont en cours.
c'est vrai que par rapport à cet effet rebond, on le voit tous absolument quand on sait que le trafic vidéo, le trafic de gaming, ça représente 85% des octets qui circulent sur Internet. Quand on voit que la 5G, justement, les prévisions des opérateurs de Cisco ou autres, c'est essentiellement une croissance d'accompagnement de ce flux. Peut-être aussi d'accompagner après d'autres usages, comme de la voiture connectée, mais sans des usages dont on a vraiment besoin. On voit, et on n'arrêtera pas d'en parler, que cette question, je prends un peu l'image de Marc Jancovici, où avec l'énergie, on est devenu des Iron Man, et avec le numérique, on a aussi un Jarvis, ou des Jarvis, tout le temps à côté de nous, capable de répondre à toutes nos questions, nous orienter, et nous faciliter, nous mettre dans un petit cocon numérique. Donc toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on va devoir garder de vraiment utile pour nous. Du coup, ça marche un petit peu moins bien tout à l'heure. Vous entendez J'ai envie de poursuivre la question, donc c'est pas dans les questions qu'on va discuter ensemble, mais on évoque souvent le fait que c'est lié à l'évaluation d'empreinte, que le numérique va permettre de faire la transition écologique, justement. Donc, est-ce qu'on a des outils aujourd'hui qui peuvent nous permettre de commencer à évaluer la balance bénéfice-risque que nous offre ce numérique ou pas du tout? Justement, je vais faire le lien aussi avec un autre rapport du Shift, qui est le rapport sur les scénarios énergétiques. La transition vers les énergies bas carbone, on la voit passer essentiellement par une électrification de nos modes de vie, une pression sur le cuivre, notamment pour les panneaux photovoltaïques, sur les métaux rares, pour les panneaux photovoltaïques, pour également les éoliennes. Et on imagine que là, si à un objectif de 30 ans, en 2030, c'est des chiffres de l'IFRI, on va doubler la consommation de cuivre. Et pour vous donner une image justement sur l'évolution de l'empreinte carbone qu'il y a derrière, c'est qu'il y a quelques années, une centaine d'années, quand on était dans une mine de cuivre, pour 100 kg de matière première brassée, on arrivait à sortir 20 kg de cuivre. Maintenant, on est sur des rapports 20 kg pour avoir 1 kg de cuivre. Maintenant, on est à 150 à 200 kg pour avoir 1 kg de cuivre. Et vous imaginez bien que dans les usines de cuivre, aujourd'hui, ce n'est pas des usines qui marchent aux éoliennes ou à l'énergie solaire. On est sur des grosses machines bien fossiles, avec une empreinte en eau, qui conduit d'ailleurs le Chili à avoir voté l'arrêt de l'exploitation de plusieurs mines de cuivre, parce qu'il n'a pas pu faire l'essai de s'arrêter, et que la réponse d'ailleurs des opérateurs miniers a été de construire en urgence des usines de désalinisation et transporter par camion-citerne de l'eau au travers de la cordillère des Andes pour après continuer à sortir de cuivre. Une voiture thermique, c'est 20 kg de cuivre. Une voiture hybride, c'est 40. Une voiture électrique, ce sera 80. Donc, derrière cette empreinte, tous nos équipements ont besoin de matières premières et plus on va aller vers la transition écologique, plus on va avoir besoin de ces matières premières. Et le souci, c'est que quand on parle de métaux, là, pour le coup, c'est vraiment des ressources qui sont non renouvelables. On en jette pour 54 milliards tous les ans. On ne sait pas renouveler. 50 milliards de dollars. De dollars. Et donc, on recycle moins de 1% des métaux rares. Les métaux rares, c'est 90% de la Chine. Donc, derrière les enjeux de transition écologique, vous avez entendu que la Chine voulait être le champion absolu de la vitesse de transition vers les énergies carbone et de sa transition. Ce sont eux aussi les premiers producteurs de ces métaux rares. On peut penser que les mécanismes, justement, les mécanismes classiques de prix
où on prévoit de pouvoir continuer à faire alimenter le numérique avec ces métaux, ces mécanismes de prix, ils vont plus résister aux enjeux géostratégiques, considérant qu'on a juste un petit peu, on a quelques mines en Scandinavie, enfin on est en train de revoir ce qu'on peut faire en Europe. Ce qu'on est juste en train de dire, c'est qu'on va peut-être demander à ce qu'il y ait un gendarme international, une agence internationale des métaux qui se mette en œuvre, considérant que le numérique consomme 20% des métaux rares, et le reste de l'écosphère qui va nous aider à la transition bas carbone va consommer le reste. Merci. Peut-être pour compléter, je laisserai peut-être Gauthier sur cette question d'évitement. Gauthier a beaucoup étudié ça, beaucoup plus que moi. Peut-être pour vous donner un tips, pour essayer, quand vous entendez dans la presse des annonces de grâce à telle entreprise, nous économisons tant de carbone, être un peu plus attentif. J'étais en conférence il y a 3 mois avec une porte-parole, j'ai rien contre Zoom, mais de la société Zoom et toutes les sociétés qui font un visio ont le même discours, qui a commencé son discours par grâce à Zoom, vous avez évité 53 ou 530 millions de tonnes de CO2. Et donc ça c'est des tonnes de CO2 évitées. Et donc c'est quoi le calcul qu'ils font? C'est vous êtes en visio le matin avec quelqu'un à Paris, l'après-midi avec quelqu'un à Nantes, et puis le soir on travaille avec quelqu'un à Francfort ou à New York. Et donc, si je fais le calcul de si j'avais pu aller physiquement à chacune de ces réunions, voilà combien sont réunis de CO2. Donc évidemment, c'est archi faux, puisque si ces réunions avaient été faites physiquement, évidemment qu'elles n'auraient pas toutes eu lieu, ou pas toutes le même jour, ça aurait été lissé dans le temps. Donc juste, sur les grandes entreprises, sachez que tout le monde veut y aller, il y a quand même une tendance de fond, mais il y a énormément de stratégies de greenwashing où on va vous expliquer qu'on évite du CO2, et en ce sens-là, on fait un raisonnement qui est relatif, mais là, c'est ce dont il est question. On est en train de parler d'un raisonnement absolu. Il faut faire baisser les émissions absolues. Donc la question, c'est pas si Zoom économiserait du CO2 si on se baladait toute la journée en avion entre 2 réunions Zoom. C'est combien on émet de CO2 au total pour faire notre business. Donc attention au relatif absolu, et puis ces histoires de CO2 évité qui sont souvent reprises dans les discours même européens, dans le Green Act, excusez-moi, la démarche Green actuelle. Et regardez bien ça pour bien décrypter ce qui est raconté derrière ce type de grosses annonces. Gauthier, tu peux réagir sur Ami ou la transition? Je veux aussi revenir sur ce que disait Patrick juste avant. En fait, juste d'un point de vue macro, il faut bien se rendre compte que la position de l'Europe dans le secteur numérique, c'est qu'on est ni une puissance servicielle, ni une puissance matérielle. Les États-Unis sont une puissance servicielle, en l'occurrence. Et la moitié de leurs services sont dans l'État français, au niveau européen, voilà, 3/4. Il faut juste se rendre compte de ça. Ils ont pas une puissance matérielle qui est secondaire à travers les GAFA, puisqu'en fait, ils commencent à investir massivement dans tous les câbles sous-marins et une autre partie de l'infrastructure physique du transport de données. De l'autre côté, la Chine est intéressante. Enfin, moi, mon terrain est plus en Asie, pour le coup, parce que je m'intéresse plus à l'Asie maintenant que dans les autres pays. La Chine a récemment brisé les positions monopolistiques de ces géants de la tech, Tencent, Alibaba, Baidu, et ils ont empêché d'avoir des activités intégrées, par exemple entre les comptes en banque et les activités de prêt. Et c'est tout à fait bien notre point. Pourquoi ils brisent leur géant de la tech? C'est parce que dans le 14e plan quinquennal chinois, ils projettent de devenir une puissance matérielle du numérique, c'est-à-dire sécuriser les capacités de production et d'extraction, donc les minerais auxquels on va avoir accès, ainsi que les capacités de production de matériel nécessaire au numérique, que ce soit les semi-conducteurs et d'autres types de composants. Donc il faut bien se rendre compte que nous, on doit réfléchir à une position européenne dans laquelle on est ni une puissance servicielle ni matérielle, dans laquelle on ne peut pas être dans notre souveraineté, dans lequel on est pris dans l'espace juridique américain et l'espace aussi financier, économique, américain et chinois. Donc il faut toujours garder ça en tête, ça veut dire que nous, s'il y a des pénuries conjoncturelles de métaux, c'est-à-dire qu'on n'aura plus pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on se rappelle qu'il y a l'année dernière. C'est plutôt ça qu'il faut retenir. Les pénuries conjoncturelles sur certains métaux, c'est a priori un bon niveau d'articulation. Je ferme cette parenthèse, on peut le dire si vous voulez, sur les émissions évitées, sur les aspects positifs du numérique. En fait, il faut absolument les comprendre. Parce que pour le veuille ou non, les infos, elles sont là. Les data centers, ils sont là, les antennes, sont là, les câbles, sont là, les box, elles sont chez vous. On a des équipements chez nous. Donc, qu'est-ce qu'on fait de toute cette matière, cette énergie, ce travail, ces pollutions qui ont été engendrées par le fait qu'on ait fait advenir cette infrastructure? Il faut le trouver, parce que trop tard, elle est là, en fait. Donc, il faut être pragmatique. Qu'est-ce qu'on fait que ce dont on mérite?
Et qu'est-ce qu'on fera avec ce qu'on va développer pour le reste? C'est la question. Mais et en l'occurrence, il faut qu'on comprenne où est-ce que ça marche. Parce que ça ne peut pas marcher n'importe où. Il faut comprendre où est-ce que le numérique fonctionne et où est-ce que ça ne fonctionne pas. Donc en l'occurrence, je me suis intéressé à cette question parce que je voyais beaucoup dans les médias et aussi dans différentes réunions au gouvernement et dans les ministères, quelque chose que vous avez peut-être déjà entendu qui est une tonne de CO2 émise par le numérique, c'est une tonne émise dans d'autres secteurs. Donc ça veut dire aussi le numérique permettra de réduire de 20% les émissions de GES dans le monde d'ici 2030. Donc là, ça provient de deux rapports. La première information vient du rapport GSMA, The Netherlands Effect, qui est GSMA, en fait, c'est l'organisation professionnelle qui représente les opérateurs télécoms dans le monde. Et GISAI, qui est pour Global E-Sustainability Initiative, qui représente les intérêts aussi des constructeurs dans le numérique, qui ont produit ces rapports. GESI fait ça depuis 2007, c'est GESI 2020, ça représente ça. Donc j'ai pris l'ensemble de ces rapports, j'ai pris toutes leurs hypothèses, toutes leurs données de référence, les scénarios et leurs méthodes de calcul. J'ai comparé toutes les émissions évitées annoncées dans tous les secteurs et dans tous les pays, c'est-à-dire dans 6 secteurs, dans 14 pays au niveau mondial, et je les ai comparées aux émissions enregistrées sur la même période, dans les 6 secteurs, dans 14 pays au niveau européen et au niveau mondial. Donc j'ai fait une comparaison en miroir entre ce qui était annoncé et ce qui était enregistré, ça ne fonctionne pas du tout. Ça ne fonctionne pas du tout. On n'a aujourd'hui aucune preuve que le numérique de façon macroscopique réduit les émissions, ou en tout cas a évité des émissions. Parce qu'en tout cas, il y a une réalité physique qui s'appelle une réalité comptable. Alors ça marche très bien sur Excel, pour faire des émissions évitées, et ça marche beaucoup moins bien quand on fait des comptes physiques au final en fin d'année. Donc en l'occurrence, il y a quand même des secteurs dans lesquels ça peut marcher. Il y a des études de cas dans lesquels ça marche bien, mais une étude de cas industrielle, c'est pas l'approche empirique. Il faut aussi faire c'est pas le point de beaucoup. Et des fois, ça marche très bien. Mais il faut comprendre les contextes dans lesquels ça marche. Les thermostats connectés, ça peut marcher. Mais il faut déjà que la maison soit isolée. Un thermostat connecté dans une maison qui est isolée, c'est beaucoup moins bien. Donc là, c'est beaucoup moins efficace. Il y a plein de choses comme ça à comprendre. En fait, et les hypothèses sur lesquelles on travaille sont compliquées, sont très globales, et ne donnent pas voir la réalité des territoires et la réalité des usages. On dit que des fois, les ferropoints sont tout à fait limités, parce que typiquement, il y a des contraintes physiques qui font que ça ne peut pas avancer. Des contraintes notamment foncières qui vont limiter le développement des data centers. En gros, il y a des moments dans lesquels aussi les ferropoints est aussi structurellement limité et d'autres dans lesquels il explose. Et tout ça, on comprend beaucoup mieux. Et en l'occurrence, des rapports qui font des calculs avec des hypothèses assez incroyables pour dire que ça vaudra 20% les émissions, n'aident pas à comprendre ce que ça marche. Parce que ça ne dit pas où et comment. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un déficit d'enquête. Et c'est là où en fait, il faut beaucoup plus travailler. Enfin, il faudrait que les financements pour aussi comprendre où est-ce que ça marche, sincèrement. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas de financement ni pour l'un ni pour l'autre. Mais la recherche publique n'existe pas sur le sujet, donc il y aura pas de financement privé adapté. Pas sur la France en tout cas. Donc c'est tout ça sur lequel il faut revoir. Voilà. Merci, donc vous avez beaucoup anticipé sur les questions suivantes, et finalement le guide a fini par répondre à la question que vous avez magistralement tous contournée jusque-là. Il faut savoir si c'était positif ou négatif pour la transition en fin de compte. Alors pour compléter ce que tu disais, Xavier, qui était très pertinent aussi, non seulement il faut regarder un petit peu la communication qu'il y a autour du numérique pour savoir si ça permet effectivement d'éviter des émissions, et en plus de ça, il faut regarder aussi ce qu'on nous présente, notamment le périmètre qui est présenté au niveau des émissions. Donc, je sais que Microsoft était venu présenter au ministère de la Santé leur bilan neutre, donc qui concernait le scope 1 et 2 du bilan carbone. Donc c'était écrit en tout petit, caractère 5 en bas de la diapo. Donc j'ai dit, en fait, c'est très intéressant, mais du coup, qu'est-ce que vous faites des 80% des émissions du scope 3 que vous n'avez pas cité dans la présentation? Donc je ne sais pas s'il y a des personnes de Microsoft dans la salle, je ne vous dis ça personnellement, mais c'était effectivement, on va s'en occuper. Ça va venir, on est dessus, voilà. Mais ce n'était pas encore totalement pris en compte. Alors du coup, pour poursuivre sur cette idée d'éventuelle pénurie, en tout cas de mauvaise gestion de matériaux, de métaux, hein, parce que là c'était la question des métaux qui était entrevue. Est-ce que vous pensez que d'un point de vue stratégique, les politiques françaises sur le numérique sont bien engagées? Est-ce que le travail est fait à ce niveau-là, en termes notamment d'adaptation des systèmes et de sécurisation des chaînes de production? Je vous laisse commencer. Peut-être. Juste pour redire, scope 1, scope 2, c'est les émissions directes. Donc Microsoft alimente un data center à de l'électricité
si elle est propre, il va pouvoir indexer le carbone, si elle est carbonée, elle devra mettre dans son bilan. Et puis scope 3, c'est les émissions indirectes. Donc Microsoft achète des serveurs qui viennent dans des data centers, pour prendre l'exemple symbolique. Ça, s'il ne compte pas le scope 3, parce qu'il n'est pas obligé légalement aujourd'hui en France et dans d'autres pays, il peut ne pas compter. Et évidemment, dans le numérique, c'est le scope 3, c'est la tragédie du scope 3 du numérique. Ce sont les émissions indirectes et les ressources associées, comme a très bien rappelé Franck et Gauthier, la première rapport, qui comptent. Donc, juste pour expliciter scope 1, scope 2, scope 3, la question sur une politique française en matière de numérique. Moi, de ma lorgnette, très humblement, j'ai pas l'impression qu'il y ait une véritable stratégie. Je vous donne 3 idées qu'on pourrait avoir, si on est classé par priorité, si on va regarder ça, on pourrait avoir, si on voulait avoir une stratégie nationale. Première idée, on mutualise les réseaux des opérateurs. Ok, dans les zones rurales, il n'y a qu'une seule antenne et les opérateurs se mettent d'accord parce qu'il y a pas de business à gagner. Mais dans les grandes villes, parfois on a trop d'infrastructures à l'instant T et l'opérateur va se battre pour avoir la meilleure couverture. Si vous voulez, si votre facteur c'est d'économiser la ressource, le premier sujet c'est d'avoir un seul réseau. En France, on a 2 réseaux ferroviaires, un basse vitesse et un grande vitesse. Il y a des politiques qui disent, mais au fond, on investit sur 2 réseaux, est-ce que c'est pas trop par rapport à ce que ça représente? Il ne faut pas un jour d'avoir qu'un seul réseau, on choisir la vitesse, mais on n'est pas besoin de maintenir les deux. Première idée, mutualiser l'infrastructure. C'est contre la concurrence, ou pas. On peut très bien organiser la concurrence au-dessus de l'infrastructure. On n'a qu'un seul réseau électrique en France, pourquoi on ne se fait pas sur les télécoms? Deuxième idée, quand vous voulez économiser les ressources, vous faites un stock stratégique. On a des stocks stratégiques de pétrole. Pourquoi nous n'aurions pas demain des stocks stratégiques des matériaux dont l'Europe fait la liste tous les 3 ou 4 ans, des matériaux qui vont manquer, une liste des métaux critiques qui est publiée par l'Europe tous les 3 ans. Moi, je suis beaucoup moins spécialiste que mes 2 collègues sur ces questions-là, vous pourrez me contredire, mais au fond, cette liste, elle ne fait qu'augmenter, et essentiellement, en France, il ne se passe rien. Deuxième idée. Troisième idée, sur cette question-là, si on dit que demain, la ressource numérique va être rare, peut-être soyons beaucoup plus contraints et commençons à standardiser les choses. Peut-être qu'on dit on va inciter massivement les gens à acheter tous n'importe quoi un Fairphone pour qu'on ait tous le même système réparable et qu'ensuite on ait un effet de réparabilité d'un logement qui a du répit. En Afrique, ils ont récupéré toutes nos vieilles voitures des années 60, nos années 70, elles ont duré 40 ans parce que comme ils ont des vieilles voitures et qu'ils réutilisent des pièces et que c'est des installés et qu'il y a peu d'électronique, c'est du low-tech. Là, ça leur donne une chaîne de valeur qui leur donne de la durabilité, avec éventuellement des pertes de confort, oui, mais quand on est en situation stratégique de manque, il y a peut-être des renoncements qu'on est prêt à préparer. Donc voilà quelques idées, sans parler de la chaîne de silicone, mais peut-être on pourrait se redonner quelques usines de traitement de ces matériaux si on veut avoir, je ne sais pas, le téléphone éco-responsable du rap français un jour, si on veut rêver. Alors, je voudrais donner quelques éléments. Vous m'entendez? Quelques éléments qui quand même d'espoir. Après les directives de la Chine sur la régulation sur le secteur des jeux, par exemple, il y a une loi qui est en 2e lecture au Sénat, la loi de réduction de l'empreinte environnementale du numérique. C'est quand même une grande première où on commence à poser des questions. Et cette loi, elle fait suite à quand même un certain nombre d'autres lois, et dont la loi qui va à la finance, et donc le fait qu'on maintenant les marchés publics ont obligation de faire appel à du matériel recyclé, que ce soit du mobilier ou du matériel numérique. Et donc là, on a des premiers pas dans les points aussi d'accord sur la loi réduction de l'empreinte environnementale numérique, il y a toute la sensibilisation, parce que certes l'État peut faire beaucoup, certes on peut se voir interdire des choses, mais la grande question par rapport aux matériaux, c'est combien de temps je garde mon ordinateur, combien de temps je garde mon smartphone. Actuellement, pour les smartphones, d'ailleurs, ils dorment. Les rapports parlent d'hibernation dans nos maisons, avec tous les métaux rares qu'il y a dedans et de la difficulté qu'il y aurait d'ailleurs à les recycler pour les avoir étatisés. Mais si enfin on pouvait nous tous s'interroger sur des politiques d'achat, parce que l'autre malheur derrière l'effet rebond du numérique, c'est ce malheur de l'effet d'entraînement de l'offre et la demande. Grâce au profiling, on détecte le moindre petit écart de comportement dont on va pouvoir générer un emballement et faire s'emballer l'offre, dont les GAFAM et toutes les startups ont pu tellement mesurer. Mais c'est bien chacun d'entre nous, avec l'aide du régulateur,
de l'enseignement, de toute cette opération de sensibilisation qui pourra être en mesure à un moment peut-être d'accepter des régulations beaucoup plus importantes, mais qui, sobriété voulue lui imposer, va lui tomber dessus au moment. Ça marche ou pas? Non. Pour continuer là-dessus, mais pour se donner une autre perspective, sur les réseaux, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que je suis en train de démarrer un terrain de recherche dans un département français, de ce qu'on a enregistré là, c'est ça? Ok. Donc, je suis en train d'étudier les plans d'aménagement de la fibre en FTTH, donc en Fiber to the Home, c'est-à-dire une maison égale un accès fibre, dans 2 départements ruraux, et je regarde les budgets en fait de la fibre. Pour 300 000 prises de fibre optique dans ces 2 départements, c'est plus de 500 millions d'euros. C'est financé à un quart par l'État, un peu le département, un peu la région, et on va demander 90 millions d'euros aux intercommunalités de ces 2 départements. Autant dire qu'ils vont un peu modèles. Donc, quand je parle avec les conseils municipaux, ils ne comprennent pas pour leur de la fibre, parce qu'ils vont voir ce qu'on faire. Et du coup, ils seraient bien plus contents d'avoir une antenne, qu'elle soit 4G ou 5G, pour minimiser en fait leur endettement, mais aussi la façon dont ils vont pouvoir penser à l'infrastructure. Parce qu'en fait, c'est problématique, c'est que faire augmenter la téléservice, enfin, j'ai eu cette révélation récemment, donc c'est encore très jeune, donc je demande d'être indulgent, mais augmenter la téléservice, que ce soit en termes de volumétrie sur la bande passante, de puissance de calcul, etc., ça va de faire évoluer les réseaux de façon matérielle. Et en l'occurrence, ces réseaux, il faut qu'il aille jusqu'au bout, notamment quand on pense des services publics, sur Pôle emploi, les trucs de santé, etc., qui implique in fine en bout de chaîne, si je tire le fil, de l'endettement de mes intercos dans mes 2 départements pour avoir un réseau qui va correspondre à une évolution d'une problématique des services. C'est quand même assez intéressant. Et qui propose aussi la question de comment on pense les réseaux et comment un plan d'aménagement national doit s'adapter à la réalité territoriale. Et donc c'est là où les réseaux commencent à devenir une histoire compliquée et qu'on rentre un petit peu dans les terres. C'était quoi la question? Ah oui. Ah oui, ouais, désolé, je suis vraiment très distrait. En fait, il faut savoir qu'au monde, il y a 2 pays qui avancent bien sur la question, la France et l'Allemagne. L'Allemagne ont des excellents rapports, des acteurs comme Fraunhofer ou même l'Agence fédérale de l'environnement allemande qui finance des très bonnes études. Le problème, c'est qu'il y a peu de pouvoir dans le gouvernement. En France, on a pas mal évolué sur la question. La Commission européenne aussi avance bien, enfin, en tout cas, les institutions européennes avancent sur la question. Et on va toujours être dans l'injonction de la fois réduire l'impact environnemental du numérique, mais aussi, préventif, mais aussi active européenne. Donc, utiliser les technologies pour pousser la transition écologique, ce qui fonctionne parfois et parfois non. Donc, du coup, on est dans les 2 injonctions, qui sont parfois contraires et parfois vraies. Mais du coup, sinon, on n'arrive pas à faire la différence de qu'est-ce qui vaut la peine d'investir ou pas. Et ça, c'est compliqué. Et enfin, j'ai vu des présentations des agences de consultation au niveau européen où, en gros, en fait, c'est des vendeurs de cloud et qui ont juste ajouté 3 slides pour dire que quand je mets en code, j'ai 0 impact. J'ai vu 2 slides qui s'enchaînaient avec mon serveur chez moi, 145 grammes CO2 kWh, moi sur le cloud, 0 grammes. Donc en gros, juste qu'ils vendent du code avec les ex de l'Amazon Web Services derrière, mais je m'égare. En France, on avance, mais on a encore une grande. Il y a un Rubicon qu'on ne peut pas passer, c'est celui de réguler les entreprises du numérique. Qu'elles soient françaises ou qu'elles soient américaines, il faudrait mieux réguler les américaines. Parce que le problème qu'on va avoir, nous, c'est qu'on est les seuls dans le monde, au niveau mondial, à croire que le secteur numérique, c'est un secteur économique dans lequel il y a des compétitions libres et non faussaires. Il n'y a pas un écosystème numérique dans le monde qui s'est structuré, qui sont forts aujourd'hui, qui s'est structuré sans marché protégé. La Silicon Valley, les bus sont contraints d'acheter par l'armée américaine. Il y a des garanties d'achat. Les contrats américains sur les services numériques, c'est pas Google qui les prend. On ne peut pas vraiment pénétrer les marchés du numérique de pays. Donc c'est aussi ça qui est compliqué, c'est qu'on ne peut pas à la fois penser les questions
Je ne veux pas penser séparément les questions environnementales, les questions de souveraineté, les questions de cybersécurité, enfin, tout doit venir ensemble, les questions de logiciel libre, en face, et l'accessibilité. Et en fait, c'est que le problème, c'est que du point de vue numérique, que ce soit environnemental ou pas, au niveau de la France et de l'Europe, on n'a pas stratégie en fait. Enfin, quand fait Gaia X, et le fameux code souverain européen, avec tous les GAFA, Valencia, etc., c'est là que ça coûte plus à l'hôtel de base que autre chose. Quand on fait le code souverain qui s'appelle Bleu, avec Capgemini et Orange, avec une couche logicielle qui est Microsoft Azure, voilà, il faut quand même arriver au moment où, si vous voulez pas d'accord français qui émerge, vous positionnez là-dessus, et puis surtout se positionner sur la question d'être soutenable et durable et que c'est finalement pour le faire, on peut aussi protéger le marché. C'est une question très compliquée à poser parce que la Commission européenne n'a pas vraiment la question de protéger le marché. Est-ce que ça veut dire d'une certaine manière qu'il faut un numérique français Si, on comprend. Est-ce que ça veut dire d'une certaine manière qu'il faut un numérique français et réglementé avec des garanties d'achat, quand je dis français, c'est essayer de se passer des services. Le numérique européen, ça n'existera jamais. Non. Peut-être un élément. Typiquement, on n'a qu'un seul géant industriel en Europe. Enfin, on a quelques-uns, mais le plus gros, vraiment celui qui a le plus d'influence au dans le monde, c'est ASML, que personne ne connaît. C'est l'entreprise qui crée les machines pour créer les semi-conducteurs. Ils ne sont pas connus, c'est des Néerlandais. La machine à l'unité coûte 320 millions $, elle fait des dizaines de tonnes, il y en a 50 dans le monde. Et cette entreprise est placée à 40% par les Américains, qui en ce moment font pression sur ASML pour pas qu'ils vendent leurs machines aux entreprises chinoises. Voilà, c'est ça le point. Du coup, j'ai envie de continuer sur la question de la souveraineté, Papier ou Franck. Est-ce que le problème de souveraineté, la question de la souveraineté, va un obstacle à un numérique durable? J'ai une cause optimiste sur ce sujet-là. Au sortir de la Nantes Digital Week, qui pendant un peu plus de 10 jours a vraiment. C'était le thème de la sobriété numérique, 144 événements, et énormément d'acteurs qui se disaient mais il est possible de commencer à vraiment poser les couches de l'éco-conception et de réfléchir à avoir un ensemble des ensembles de petits logiciels qui soient beaucoup plus résidents, beaucoup plus économes, beaucoup plus fit, enfin je sais en français, mais beaucoup plus mince, en termes de répondre juste aux besoins essentiels que peut avoir le numérique. Et d'ailleurs, si on y réfléchit, parce que entre le numérique des années 2000 et maintenant, on fait toujours des rapports, des présentations. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de smartphones avec une telle empreinte mémoire, d'ordinateurs avec de telles empreintes mémoire? Est-ce qu'il n'y a pas là une possibilité, à la française, n'ayant pas les métaux rares, n'ayant pas les GAFAM, d'avoir les idées d'une nouvelle piste, d'une informatique beaucoup plus sobre, pouvant peut-être équilibrer l'architecture publique, s'appuyer sur Linux, s'appuyer sur l'infrastructure ouverte. En tout cas, j'ai vu à Nantes un ensemble d'acteurs et de SN qui étaient vraiment en train de se dire moi petit, peut-être on peut commencer à poser des briques allant vers cette résidence numérique. J'ai repensé sur les matériaux critiques pour donner la liste, sur les chiffres. En 2011, il y avait 14 matériaux critiques sur la liste européenne, en 2017, il y en avait 27, en 2020, il y en a 500. Ouais, parce que le prix du rendement, c'est quand même pas mal. En fait, si de quand même être force de pression, parce que j'ai passé longtemps à plein, en fait, je me suis rendu compte, après une soirée, il y a des mesures européennes qui pourraient potentiellement être prises et négociées. C'est une taxe carbone sur les équipements électroniques à l'entrée des frontières européennes. Ça, a priori, on pourrait arriver peut-être un jour à le négocier avec, je sais comment ça, qu'un prix pas très cher à la tonne de carbone. Il y a une autre position que j'ai vue récemment, qui est que dans le prix des équipements électroniques, il y a une part du prix qui soit dédiée aux vendeurs, enfin, on fait aux constructeurs, qui soit dédiée pour la maintenance de ces OS, de ces services d'opération, de ces opérations.
Alors, en l'occurrence, on peut faire du matériel qui dure longtemps, c'est pas trop un souci, on sait faire. Par contre, le problème, c'est de faire la mise à jour des systèmes. Alors, typiquement, le Fairphone 2, ils ont dû faire la mise à jour d'Android 9 5 ans après. Ce qui bloquait, ce n'est pas tant de faire la mise à jour d'Android, c'est qu'il faut avoir accès à ce qu'on appelle le firmware, et en fait, le logiciel qui va gérer la puce, le processeur, c'était un Snapdragon 900, je crois, sauf qui n'était pas mis à jour depuis 3 ans. Donc, il faut déjà faire du rétro-engineering sur la puce électronique pour mettre à jour le firmware de la puce, pour ensuite mettre à jour la couche logicielle pour Android. Donc en fait, il faut vraiment financer la maintenance et la mise à jour des logiciels. En fait, c'est ça qui est fort. Et pour la petite histoire, pour le Fairphone, il n'y a plus personne. Snapdragon, ils n'étaient pas là pour les Fairphones. Google, il disait voilà nos exigences pour que ce soit plus certifié en 2009, débrouillez-vous. Donc c'est Fairphone qui a payé la R&D, mais ils ont montré que c'était possible. D'ailleurs, c'est probablement un business plan pour eux demain d'allonger la durée de vie des matériels. Moi, je n'ai pas d'avis sur la stratégie globale, je n'ai pas trop réfléchi. Peut-être deux choses par rapport à ce qui a été dit. Alors, on est un peu tous d'accord, je ne sais pas si c'est assez intéressant, donc c'est lié au fait que c'est le marché privé, mais bon, on aura des nuances, mais voilà. Simplement deux choses. Tu as parlé d'une taxe carbone à l'entrée, ça fait partie des débats extrêmement rigolos pour ceux qui la suivent. On discute, on va mettre une taxe carbone à l'entrée sur un certain nombre de produits qui sera modulable en fonction de l'empreinte. C'est la fameuse exception écologique dont parle Jean-Marc. Et pour moi, la question de la souveraineté en France, je pense, il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer à l'échelle européenne. Et je donne un deuxième exemple. L'Allemagne a demandé il y a 10 jours à la Commission européenne d'aller beaucoup plus loin sur cette question des smartphones et d'avoir une garantie d'achat de 7 ans sur l'ensemble des smartphones. C'est-à-dire on garantit qu'il y aura des pièces et pas juste dans un seul magasin comme le permet l'indice de réparabilité actuel, même si c'est un premier pas, mais c'est du déclaratif. Donc si vous avez un magasin dans le monde qui permet de réparer votre téléphone, ben vous avez le droit de dire que votre téléphone est réparable dans l'indice de réparabilité. Et donc l'Allemagne a dit, nous, peut-être 3 ans contre les groupes autour de ça, c'est pas 3 ans, c'est pas 5 ans, il faut que ce soit 7 ans qui soient garantis, et ça va mécaniquement faire baisser, alors pas l'héritage, mais en tout cas notre empreinte carbone à venir du numérique. Donc voilà quelques idées pour dire en Europe, voilà les conditions d'exécution du numérique qu'on souhaite par rapport à nos exigences de transition énergétique et de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. Et puis je voudrais rebondir, merci le chiffre pour cette énergie de lobbying sur la loi résidence. Il y a un amendement, il y a la question de proposer de dissocier maintenance évolutive et maintenance corrective, de forcer les éditeurs à bien distinguer les deux pour que notre appareil qui aura été garanti 7 ans, il puisse malgré tout continuer à avoir des patchs de sécurité, même s'il y a des OS qui vont jusqu'à l'infini en termes de taille. Donc cette question, elle reste largement dans les débats. Imposer d'avoir des maintenances correctives, et là où le chiffre est plus loin, c'est-à-dire, et quand vous arrêtez la maintenance corrective, vous mettez en logiciel libre le code que vous ne voulez plus maintenir. Pour permettre justement à des communautés de se former. Les débats ils sont juste au Sénat et entre lobbyistes sur ces questions. Merci beaucoup. Du coup, on constate quand même que si on veut faire décroître l'empreinte environnementale et carbone du numérique, il va peut-être falloir aussi s'adapter un petit peu aux usages et aux habitudes et aux pratiques. Du coup, organiser la sobriété numérique ne semble quand même pas aller de soi du côté des usages non plus. Comment d'après vous faire accepter et préparer les citoyens et les différentes parties prenantes que vous avez citées par ailleurs à l'idée d'un usage raisonné du numérique? Une question un peu plus large. Qui me semble. Juste un mot là-dessus, peut-être certains écoutent le podcast Présage, Alexa Soyeux, je pense, a reçu Cédric Villamy la semaine dernière, et il explique un peu ce fonctionnement entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et il résume ça en une phrase à travers plusieurs exemples. En général, quand la loi arrive, elle est toute habillée, elle veut faire plein d'autres choses, et puis à la fin, il ne reste plus rien, et il dit voilà, notre fonctionnement démocratique actuel est tel qu'on est tous d'accord pour que les choses elles bougent dans le bon sens, à condition que rien ne bouge in fine. Donc il prend pour exemple, c'est pas un exemple dans le numérique, mais on va transposer avec la neutralité carbone, avec l'obligation de réparation, avec l'indice de réparabilité qui est passé de surveillé par un tiers à du déclaratif pour le distributeur.
Il prend l'exemple d'ailleurs d'une des propositions du chiffre qui était de dire plus d'avions quand on a du train à 4 heures ou moins pour faire baisser nos volumes de ligne aérienne, pour avoir un vrai effet réel sur ces émissions. Ça passe à l'Assemblée nationale, ça devient 2h30, ça fait la navette. Puis finalement, le scénario, il est 2h30, dans ces cas-là, on attend encore le train, puis dans ce cas-là, ça va gêner telle personne ou telle entreprise. Et puis à la fin, on supprime un vol. Donc cette loi-là, qui était une loi qui sortait de la Convention citoyenne sur le climat et autres choses, il me semble, et bien à la fin, elle se fait des abus. Donc je pense que dans cette question-là de gouvernance, et je pense que d'une certaine manière, l'Assemblée nationale et le Sénat traduisent le fait que nous aussi, en tant que Français, en tant que citoyens, c'est pas si clair qu'on veut vraiment changer les choses. À titre personnel, si on regarde vraiment nos usages, donc il y a quelque chose dans le fonctionnement démocratique et c'est dynamique qu'on pose des pistes, évidemment, pour remettre le citoyen dans ce processus de décision à un moment donné, pour aller au bout, une fois qu'on est bien informé sur les sujets, de se dire ok, c'est là qu'on veut aller collectivement, et pour essayer de faire que la plupart des Français ne disent pas ça a été décidé là-haut, on n'est pas d'accord avec ça, c'est encore un truc débile, pour essayer de faire que, ok, à partir de cette phase de pédagogie, on est d'accord de faire des budgets substantiels pour aller vers, sinon la neutralité carbone, au moins le respect des accords de Paris auxquels on s'est engagé. Mais effectivement, tu dis bien, mais la toute première étape, c'est cette sensibilisation. Il y a encore une immense majorité de nos concitoyens, et je ne parle pas du reste du monde, qui ne voient le numérique que comme un monde virtuel dans les nuages. Donc, avant de pouvoir réenvisager de la manière dont nos usages vont évoluer, il faut passer par cette phase de sensibilisation qui ne fait que commencer dans les écoles, dans les universités, dans les outils, les conférences qu'on fait aujourd'hui. Et c'est vraiment cette première étape. Et pour animer des fresques du numérique aussi en langue anglaise, je peux vous dire que dans les autres pays, mais c'est vraiment les bureaux, enfin, vous pourrez commenter, mais entre la France et l'Allemagne, il y a peu de pays qui sont aussi avancés sur la compréhension de l'impératif de réenvisager le sujet. Alors, on est à un niveau et on pourrait voir qu'il faudra encore agir un peu plus vite. Mais c'est vrai qu'il faut déjà que l'immense majorité de notre écosystème se rende compte et soit au courant, comme sur les enjeux climatiques, de cette nécessité de l'accord de Paris, moins 50% de Oui. Merci beaucoup. J'ai envie d'amorcer la période des questions avec le public en posant la question au public, un peu plus précisément à Samuel Balancy, qui a été le chef de projet culture et qui s'est bien intéressé à cette question du numérique. J'aimerais bien que tu réagisses éventuellement, Samuel, sur la question des usages, de savoir comment vous avez traité le sujet dans le secteur culture. Dans le secteur culturel, du coup, nous, on est les spécialistes de la passe décisive au GAFAM, c'est-à-dire qu'on est très très fort en matière de développement des usages. Quand on regarde déjà à quoi sert la bande passante, vous avez parlé du jeu vidéo tout à l'heure et c'est tout à fait éloquent. Le jeu vidéo est une industrie culturelle, évidemment. Il n'est pas traité dans le rapport, mais juste en fait on s'est intéressé à la croissance des usages et donc à l'impact de cette croissance des usages sur les infrastructures. Et pour l'instant, on nous parle toujours de l'outil numérique comme d'une solution de report modal dans la culture, ce que vous évoquiez tout à l'heure avec Zoom, c'est-à-dire la possibilité, pour le dire très simplement, de ne plus faire venir les gens dans la salle, ce qui me réjouit en tant qu'auteur et metteur en scène, mais tout simplement de les faire venir en streaming ou en live en VR. Or, on voit que cette croissance des formats participe d'une saturation de plus en plus importante de la bande passante. Et pour rappel, c'est un sujet majeur, puisqu'au début du confinement, les pouvoirs publics ont demandé à ce qu'on régule les usages sur la bande passante, notamment l'envoi des données par les GAFAM et par Netflix en particulier, parce qu'on avait peur que le télétravail se traduise en télésérie. Donc, c'est possible de réguler les usages, et ce qu'on voit dans le secteur culturel, c'est qu'en gros, en 10 ans, on est passé du super format parfait qui s'appelait le HD Ready, 720 pixels, qui aujourd'hui est la définition la plus basse qu'on regarde par habitude sur YouTube, à la 4K, qui est à peu près 50 fois supérieure en termes de poids de données. Les poids de données, c'est pas tout, hein. Les poids de données, c'est pas tout, mais la puissance de calcul, souvent, est corrélée avec les poids de données, surtout dans le traitement vidéo. Et je le sais parce que j'y ai bossé pendant 4 ans.
Et on est passé là, avec la VR en streaming, au 8K, c'est-à-dire des fichiers qui font 150 Go pour la même expérience de film, pour la réalité virtuelle. Donc on voit un petit peu la croissance des usages, en particulier, comment le secteur culturel joue en fait le rôle d'accélérateur en quelque sorte. Ce qui est intéressant, c'est que là, moi je trouve que vous êtes pessimiste, ce gouvernement a une vraie vision stratégique de ce que peut être le numérique. Je trouve qu'il y a un vrai changement qui est en marche, si vous voyez ce que je veux dire. C'est qu'il y a une réalité, c'est qu'on donne 450 millions d'euros en ce moment même à la culture pour se numériser, alors qu'elle représente déjà 80% de la bande passante, mais c'est pas grave. Donc on lui donne 450 millions d'euros pour se numériser, avec un enjeu essentiel, le renouvellement des terminaux, c'est-à-dire trouver une utilité à la 5G en gros. Et l'idée de ce renouvellement des terminaux, c'est quoi, in fine? C'est une bouée de sauvetage pour trouver des leviers de croissance. Voilà. C'est à peu près tout ce qui omnibule la politique publique en la matière aujourd'hui. Donc je suis pas d'accord avec vous, il y a une vraie stratégie. Je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est pas la bonne. Mais voilà, la culture, en gros, pour l'instant, elle sert de vecteur à ça. Et je sais pas si vous avez vu, on a un ministre qui demande à faire une expérience de réalité virtuelle pour sensibiliser sur ce que c'est que la violence faite aux femmes. Je sais pas si vous avez vu ça récemment. J'ai cru que ça gagne. Oui. Il faut se mettre dans la peau d'une femme violée par la réalité virtuelle. Voilà. Et c'est... Oui. Donc ça, clairement, ça va être une production audiovisuelle subventionnée par le CNC. Si, bien sûr, c'est ça le but du jeu. Donc, oui, probablement, voire par des gens qui pédalent derrière le poste de réalité virtuelle. Donc en fait, on est dans cette espèce de schizophrénie dans la culture, on commence à s'intéresser à notre impact, et on veut faire des choses positives parce qu'on a quand même la partie sociale très à cœur dans la culture de base, mais on participe d'une aggravation des faits sociaux ailleurs, souvent, et puis aussi d'une certaine forme de violence, et puis d'une saturation des infrastructures qui justifie toujours le déploiement de la technologie supérieure sans débrancher les précédentes, ce dont on avait déjà parlé avec Gauthier récemment à Nantes. Donc voilà, c'est à peu près ça que fait la culture en ce moment. Vivons la 6G. Merci beaucoup Samuel. Du coup, il nous reste 10 minutes pour les questions du public. Donc, il y a plusieurs questions là-dedans. Alors, ouais. Allô, allô. Allô. Alors, donc moi je travaille dans les télécoms et pour le coup je suis spécialisé sur le domaine de la consommation électrique et réseau mobile en particulier, plus d'autres télécoms. Je vais juste revenir sur deux, trois trucs et après je vais aborder un thème qu'on n'a pas abordé. Ouais, ça va être la partie formation des ingénieurs est un vrai sujet par rapport à la sobriété numérique parce qu'ils ont été gavés, on a été gavés à la facilité de développer et donc à faire n'importe quoi. C'est un premier point. La séparation des réseaux opérateurs d'infrastructure ou opérateurs commerciaux, c'est des choses qui sont déjà un peu en cours, même si ce n'est pas réellement officialisé. Cependant, il y a un vrai sujet qui est à travers la sobriété numérique, il y a la course à l'échalote lancée par l'autorité de régulation sur les débits, en particulier les débits mobiles, dans le sens où aujourd'hui, si on déploie la 5G, c'est pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a l'autorité de régulation qui exige un certain nombre de débits, un certain nombre de qualités, et sur les 300 critères de l'ARCEP, par exemple, il y en a pas mal qui concernent la sobriété numérique ou l'efficacité énergétique des réseaux. Et donc ça, c'est une vraie difficulté. Donc, si on veut faire la sobriété numérique demain, il y a potentiellement une vraie nécessité d'avoir de la régulation, parce que chaque opérateur, de toute manière, est soumis à des contraintes, donc il n'a pas le choix, et en même temps, il ne doit pas se tirer une balle dans le pied. Donc, les opérateurs ne bougeront pas par eux-mêmes, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a aucun intérêt. Donc il y a un vrai besoin d'avoir un régulateur qui régule. Donc la question que je vais poser, c'est plutôt, vous n'avez pas apporté l'aspect régulation, et régulation à la fois pour les opérateurs et pour les usages. Et je pense à la vidéo, en particulier sur l'usage, en fait, Peut-être juste par rapport à l'ARCEP, qui est donc le gendarme des télécoms. Moi, je me souviens quand même parfaitement de la allocution juste avant l'attribution des fréquences. Et qu'il y a quand même la compagnie qui a fait une allocution pour dire pour la 5G. On n'entend pas? Désolé pour les mesures sanitaires.
Donc simplement, au moment de l'allocation des fréquences 5G, les opérateurs qui sont déjà engagés sur le déploiement extrêmement capitalistique de la fibre, sur la fin de la couverture 5G, disaient à beau couvert, caméra éteinte, on n'a pas les reins assez solides vis-à-vis de notre actionnariat et vis-à-vis de nos investissements pour tout déployer, il est peut-être urgent d'attendre. Il n'y a que le patron de Bouygues qui bombe public pour dire faisons un mix 4G, 5G, un package, voilà, peut-être la 5G ou la fibre localement pour essayer de quelque part gagner du temps en termes de capitalistique. Jusqu'à ce que le patron de l'ARCEP dise s'il faut revoir le calendrier, je suis à la disposition du gouvernement. Là, je lui lance un tout petit peu ce que vous dites pour moi. L'ARCEP a joué son rôle d'être à l'écoute et de dire moi, s'il faut sursoir le calendrier, dit autrement. Un fonctionnaire qui dit ça, il est à la limite de son devoir de réserve, parce qu'on lui dit, le gouvernement, vous n'avez qu'à faire juste, vous n'avez qu'un mot à dire, et on décale le calendrier dans le dos pour faire des études environnementales, de revoir avec les opérateurs la meilleure stratégie. Le gouvernement, via Emmanuel Macron et son ministère, a dit en septembre 2020, lors de la SNAPSEC, je ne crois pas aux niches, nous ne résoudrons pas les problèmes du futur avec les technologies du passé, nous déploierons la 5G. Donc pour moi, l'ARCEP a d'une certaine manière joué son rôle, même si je rejoins sur le cadre normatif et les aspects environnementaux qui ne sont pas du tout intégrés dans le référentiel annexe. Je ne suis pas convaincu. Juste un petit complément. L'ARCEP, le Conseil constitutionnel vient de retoquer de nouvelles prérogatives qui étaient données à l'ARCEP, parce que là encore, les juristes, il faut que tout le monde repasse au permis de conduire sur le climat. Ils n'ont pas vu la relation qu'il y avait entre climat et prérogatives de l'ARCEP. Et ils ont censuré cet article. Je vais rebondir, j'avais un peu beaucoup par celui-ci. Alors, c'est vraiment une question, c'était plutôt des compléments d'information par tout ce qui était dit. Désolé, j'avais un peu en retard, j'ai raté les 15 minutes. On parlait d'énergie justement. Et en fait, quand on émet une onde, que ce soit pour faire du Wi-Fi, de la 4G, de la 5G, ce que vous voulez, on diffuse de l'énergie dans toutes les directions. Quand on met un câble dans un ordinateur, on concentre cette information et donc l'énergie dissipée est infime. Quand c'est infime, c'est encore plus infime. Donc aujourd'hui, effectivement, il est très très urgent de se rendre compte, et ça va même jusqu'à votre chargeur téléphone. N'achetez jamais un chargeur sans pile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous rayonnez en permanence de l'énergie. Donc là, on est aujourd'hui dans la sobriété, donc ça commence ici déjà. Effectivement, on ne va pas débrancher toutes les antennes, on ne va pas revenir au téléphone filaire strict, mais je pense qu'il est très très urgent de couper vite ça et d'aller dans la sobriété dans l'énergie. On parlait de mutuer les antennes, le problème c'est que quand on est à l'antenne, c'est que le deuxième problème des ondes, c'est qu'on divise la bande passante par le nombre de participants. Donc en fait, il faut autant d'émetteurs et ce qu'on appelle les slices, c'est coûteux en calcul, en tout ce que vous voulez. Donc le conseil que j'ai, quand vous arrivez à la maison, vous branchez votre câble sur votre ordinateur. Ça, c'est la première chose. Enfin, on parlait effectivement de qualité vidéo. Quand un écran est capable d'afficher 400 pixels, on devrait interdire d'envoyer un flux à 1000 pixels, à 4K, etc. Ça, c'est des choses, c'est pas la responsabilité, ça devrait être une loi, quoi. On devrait y arriver, c'est pas interdit de faire autrement. Entre autres points, on parlait des ordinateurs. Ça fait depuis 1991 que ça existe. Ça s'appelle Linux. En fait, tout simplement, vous prenez un ordinateur qui a 10 ans, inutilisable sous Windows, vous mettez Linux, ça devient une fusée. Aujourd'hui, dans mon entreprise, dès qu'on a du temps libre, plutôt que de le passer au baby-foot, je demande à mes salariés de reconditionner des ordinateurs d'entreprise, de les jeter, pour les donner à des écoles, à des entreprises qui ont moins de moyens, à des associations, en les mettant sous Linux. Donc déjà, la première chose, dans les mots qui vont venir, Windows 10 va passer à Windows 11, cette magie windowsienne. C'est la pire chose qui puisse arriver dans les mines de la planète pour extraire des matériaux. Parce que 30% des ordinateurs sont plus compatibles. Je vous invite à convertir tous vos ordinateurs sous Linux, et des ordinateurs qui ont 10 ans d'âge, vous avez l'impression qu'ils sont plus rapides que les ordinateurs qui sortent du magasin quasiment. Donc ça existe déjà. Vous parliez de SOC, j'ai entendu le mot SOC, il existe, ça s'appelle Linux. En France, vous avez la DINUB, donc la direction interministérielle, qui vient de publier un texte fort, extrêmement fort. Il est strictement interdit à toutes les administrations de basculer Office 365. Au pire, vous gardez vos licences perpétuelles, au mieux, vous basculez en LibreOffice, qui est extrêmement soutenu par la communauté française. Voilà. Vous voulez des choses à faire? Je pense qu'en voilà. Bon, j'en ai quelques-unes à vous donner, mais si vous voulez plus d'infos sur tout ça, dans un mois de ça, ici même, il y aura le campus de Lyon,
Ça va vous permettre si vous voulez basculer votre petit, comme on dit, venez voir, il y a plein de gens qui vont vous aider et vous prenez un vieil ordinateur sous Windows et en fait un ordinateur sous Linux qui va fonctionner très très bien. Dans mon métier, j'ai aussi des industriels avec un ordinateur Linux et 50 watts. Je dis 50 watts, on fait tourner l'intégralité de l'automatisme d'un magasin Auchan par exemple. Pour vous dire à quel point c'est puissant en termes de conception. On l'a déjà, ça existe depuis 1991, grâce à un certain étudiant. Certains connaissent, je pense. Voilà, merci. Merci beaucoup. Il est 14h, donc on va pas pouvoir finir. Vraiment un problème avec Une dernière question peut-être. mais il reste 1 minute, donc peut-être une dernière question, une minute pas éventuellement. Non. Non, visiblement, ça ne sera pas le cas. Ah si, On va un petit peu quel est son champ de visuel. Est-ce que vous m'entendez? On a parlé à aucun moment de l'éco-construction. Je voulais savoir un peu quelle était votre opinion là-dessus. Et notamment, je pensais aux deux annonces qui va sortir et ils n'ont mis aucune donnée en disant que ça va être mieux conçu, plus optimisé et plutôt au contraire. Peut-être sur l'éco-conception, dans mon autre vie professionnelle, quand on travaille avec des développeurs, le premier truc qu'on leur dit, c'est faites baisser le besoin au départ, aller sur l'essentiel. Parce que, évidemment, au moment où on va optimiser son logiciel, mais si c'est pour qu'il rende de plus en plus de services, et si c'est pour que 80% des fonctionnalités qu'on développe ne servent à rien, vous avez conçu, vous dormez bien, et au fond, l'empreinte environnementale n'a pas sensiblement baissé. Donc c'est très important l'éco-conception, il y a des référentiels, des labels, etc. Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais vous pourrez mettre des questions là-dessus. Il y a quelque chose dans le monde qui est se poser la question quel service je veux rendre, qu'est-ce qui est utile sur la question des usages, qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut de la télémédecine demain? Moi je préfère garder le médecin, le dentiste et l'IRM, même si la machine IRM consomme des métaux rares. Et puis par contre, numériser des choses qui sont extrêmement pratiques en numérique plutôt que de revenir aux bonnes années 5000 fois par an. Voilà. C'est cette question-là collective qu'on a traitée, il me semble, et l'éco-conception arrive en aval. Et c'est dans la loi pour avoir pour imposer pour un enseignement supérieur de cyber. Je vais juste répondre. En fait, j'accompagne l'ADEME sur la question. On fait l'éco-conception de services numériques pour l'ADEME, qui est un service de pilotage de la transition écologique dans les collectivités. Donc j'ai des prises d'ouvrage là-dessus. Si je dois donner mon 3 points de départ sur l'éco-conception, c'est qu'il faut partir du principe qu'on est là pour réduire l'empreinte environnementale du service, qu'il soit numérique ou non. C'est pas numérique, c'est pas. Le deuxième, c'est qu'on est là pour répondre aux besoins exprimés par les usagers du service. Le troisième point, c'est qu'il faut partir du principe que la numérisation n'est pas forcément la meilleure réponse pour répondre aux points 1 et 2. Et en fait, c'est très important, ce troisième point est très important, parce que si on ne questionne pas le fait de numériser, tout ce qui va arriver par la suite, c'est juste de l'optimisation. C'est pas l'éco-conception. Ça sera le mot de la fin. Merci.